28. Señor Corron. Faire la question en français, anglais, vocabulaire. Oui. J'ai aussi une... Et tu parles bien français? Ouais. Ah bah ça peut être intéressant. Je regarde un peu ce que ça donne là. Si je suis assis là. D'accord, si je me penche, d'accord, c'est pour ça. Bon, bonjour. 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 Première question. Donc, je voudrais la relation entre une personne et la caméra. Tu as fait beaucoup de cinématons. Oui, de cinématons. Et je voudrais connaître ta relation avec la caméra. Ma relation, moi? Oui. Ah, Qu'est-ce que... ah oui, donc je n'ai pas de relation avec la caméra, car moi-même je suis la caméra. Je suis un homme caméra. Bon. Et le personne qui tu filmes, Oui. et what's his relationship to the camera? La relation de la personne qui est filmée avec la caméra, dans le cinéma, bon, le principe du cinématon, la personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut. Donc elle peut regarder la caméra, ce qui en général ne se fait pas au cinéma. Mais là, elle est encouragée quelque part à regarder la caméra parce qu'il y a une sorte de face-à-face entre elle, la personne, et la caméra. Et donc, quand la personne regarde la caméra, elle regarde aussi en même temps le spectateur, parce que quand le cinématon est projeté, donc, et que l'on voit la personne qui est filmée, qui regarde le spectateur, donc elle regarde directement le... Donc, c'est un face-à-face, et donc la personne qui est filmée regarde un peu le spectateur, comme on dit, dans le blanc des yeux. Voilà. Donc, regarde presque l'intérieur du spectateur.
c'est très particulier comme relation. En général, ça n'existe jamais dans le cinéma. Le metteur en scène dit toujours à l'acteur de ne jamais regarder la caméra. Alors que moi, j'encourage la personne qui est filmée à regarder la caméra. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pense que c'est la relation, la réaction d'une personne qui n'est pas un acteur, it's himself, he's being himself in front of a camera, in front of a camera, a person who's being himself. Une personne qui est lui-même, on est soi-même devant la caméra. What could be the emotional, Que pourrait être so this relationship, sa relation? c'est une relation with himself, C'est une relation à lui-même, with a camera, à la caméra, or with you who's behind the ou camera. avec toi qui est derrière la caméra. Ah oui. Moi, je dirais que bon, c'est une relation. C'est une relation avec la caméra, mais la caméra aussi. Bon, c'est moi bien sûr parce que je suis derrière la caméra, mais je dirais c'est avant tout une relation avec le spectateur qui va regarder donc le spectateur qui est invisible, mais qui va regarder après ce film. Et donc c'est disons le spectateur est comme un miroir pour la personne qui est filmée. Ok, d'accord. I had my Oui. question. Oui. Je te laisse réfléchir. Donc c'est pas. Mais il y a une chose, qu'on peut dire, c'est-à-dire que dans le cinématon, le principe, c'est un plan séquence qui dure 3 minutes et 20 secondes. Hein. C'est un gros plan en cadre fixe et en cinéma muet. Et donc la personne est libre de faire ce qu'elle veut pendant tout ce temps. Et en fait, avec ce dispositif, avec cette règle du jeu, ça donne un résultat très particulier parce que les personnes qui sont filmées en fait ne jouent pas un rôle, elles sont elles-mêmes, elles sont leur propre rôle. Elles jouent leur propre vérité. Elles sont vraiment ce qu'on dit, elles sont vraiment elles-mêmes. On ne peut pas tricher avec le cinématon. Parce que le masque tombe et donc on est obligé d'être soi-même. La vérité intérieure apparaît, elle apparaît en grand sur l'écran. Donc ça c'est quelque chose qui est très particulier au cinématon. C'est souvent les spectateurs quand ils voient des cinématons sur un écran et qu'ils connaissent donc la personnalité quand ils la voient sur l'écran, ils ont une réaction, ils disent souvent mais qu'est-ce que c'est lui, qu'est-ce que c'est elle? Alors que pourtant il n'y a pas la parole. Hein. Mais les personnes sont obligées de se montrer vraiment elles-mêmes, de montrer leur intérieur, de montrer leur vérité. D'accord. That was my question. C'était ma question. Et qu'est-ce que c'est? What is it you find? What is it a person? Qu'est-ce qu'on est relevé de toi-même? C'est possible que on n'existe pas. On existe en ce moment. Well, you already answered that question. Can you translate that? You already answered that question. Vous avez déjà répondu à ce qu'il voulait vous demander. Il y a des is there any
fear in the spectator, or fear in? Do you think there is fear to a camera? There exists a fear to the camera, and why? Est-ce que vous pensez qu'il y a une angoisse, une peur devant la caméra et pourquoi? Je ne sais pas s'il y a une peur, mais je pense qu'il y a. C'est pas ça qui est intéressant. Je pense que c'est plus la vérité qui est importante. Bon, il y a peut-être une peur, mais je pense que quand on est devant une caméra, même dans un film de fiction, il y a toujours une peur. En français, il y a le trac, on appelle ça, donc une certaine angoisse. Donc ça, je dirais que c'est en général, quand on est filmé, on ressent toujours ça. Mais dans le cinématon, c'est plus, moi je dis, c'est plus la vérité de la personne qui est importante. Donc, bon, la peur, l'angoisse, ça, je pense que c'est pas ça qui est important. Would there be a difference between filming with children and grown-ups? Est-ce qu'il y a une différence entre filmer des enfants et des adultes? Ah oui, oui. C'est très difficile de dire parce que d'une personne à une autre, le résultat est différent. Donc chaque cinématon est différent. Donc bien sûr, il y a des comportements qu'on peut retrouver, par exemple des nationalités. Par exemple, les Allemands sont différents des Français devant une caméra, ou les Italiens sont encore différents, etc. Par exemple, par catégorie socio-professionnelle, les cinéastes vont être différents par rapport aux acteurs devant la caméra. Et même à l'intérieur d'une catégorie, les cinéastes connus, par exemple Wim Wenders, Jean-Luc Godard, Samuel Fuller, vont être différents de cinéastes qui ne sont pas connus. Parce qu'eux connaissent beaucoup le pouvoir de l'image, ils connaissent la force de l'image, et souvent ils vont faire très peu de choses pendant leur cinématon. Ils vont faire un cinématon à un degré zéro, et ils vont montrer le moins de choses possible, parce qu'ils savent qu'un gros plan au cinéma montre beaucoup de choses. Alors qu'un cinéaste qui a moins d'expérience, qui est moins connu, aura sans doute tendance à faire plus de mise en scène, à se montrer plus, à être plus exubérant, plus drôle. Voilà. Donc il y a toutes sortes de catégories, on peut comme ça retrouver des choses identiques et similaires d'un cinématon à un autre. Alors par rapport à des enfants, il y a des enfants qui jouent bien le jeu, qui sont très ouverts, puis il y a des enfants qui sont plus renfermés, c'est comme les adultes. Donc d'un cinématon à un autre, il y aura une grande différence. Et même dans des cinématons, par exemple, entre des enfants, ça va être très différent aussi. Et c'est le fait que ça soit tout le temps différent qui m'encourage à continuer à faire ce film. Car si je filmais et que le résultat était toujours le même, je pense que j'aurais arrêté le tournage de ce film. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois que je filme une nouvelle personne, le résultat va être différent. Ça va être encore quelque chose de nouveau. Car chaque personne dans la nature humaine est différente. Et donc, le cinématon ne peut que reproduire cela. C'est à chaque fois, chaque cinématon est différent des autres. Voilà. Salut. Reste dans le parage, on en a pour quelques minutes. J'ai acheté les billets pour la séance de 15. Je ne sais pas ce qu'il y a à 15. Il a une séance. Ah d'accord. C'est où sinon? Bah, je suis dans les parages et j'ai 2 DVD pour toi en fait. Ah ouais? Garel 82, les deux de... Les deux dignes, tu les avais. Oui, mais tu les avais ceux de Digne. Ouais. Mais ceux de... C'était nous pour ces apartés. Oui, non, ceux de Paris que j'ai fait, mes 4 entretiens avec Paris de 82, j'ai les 2 premiers pour toi qui sont déjà montés. Bon, Dans un quart d'heure. Salut. Pardon. Non, c'est pas grave. Et I think I had. Merci beaucoup. Je dois expliquer tout. Je peux raconter d'autres choses encore, hein, si vous voulez.
Man kan se alla grejer. Est-ce que When you say that the mask falls, là, On dit que la masque tombe. at what why is the mask there? Pourquoi il y a du masque? Voilà, alors c'est-à-dire que quand on est filmé, chaque personne qui est filmée essaie de se protéger. Et donc on porte un masque comme ça, on essaie toujours de se cacher. Alors beaucoup de personnes vont fumer une cigarette, il y en a qui mettent des lunettes de soleil, il y a, je sais pas, il y a des gens qui vont lire pendant leur cinématon. On trouve toutes sortes de subterfuges pour se cacher en fait. Et donc, mais le cinématon est plus fort que ça. Le cinématon, grâce par exemple à la durée, le film dure 3 minutes et 20 secondes, avec ce travail sur la durée, à un moment donné, si la personne se masque, le masque va tomber. Et c'est au moment où le masque tombe que le portrait est le plus intéressant. C'est à ce moment-là que la vérité surgit. C'est à ce moment-là que la vérité se montre à l'écran. On ne peut, la personne qui est filmée ne peut plus se cacher. Et là, c'est les moments les plus intéressants par plein de petits détails. Peut-être qu'elle va être mal à l'aise, peut-être. En tout cas, à ce moment-là, quand le masque tombe, le portrait, c'est là que le portrait est le plus fort. C'est là que la personne est la plus authentique, qu'elle est vraiment elle-même. Voilà. Donc, et le dispositif du cinématon fait que, à un moment donné, le masque tombe. Même si il y a des personnes même qui ont mis des masques, qui se sont mis des vrais masques sur le visage. Mais à un moment donné, elles enlèvent le masque. Et à un moment donné, elles sont obligées de se montrer. Et c'est ça, le but de Cinématon, c'est de montrer la vérité des gens. C'est de montrer l'intérieur des personnes. C'est de montrer leur âme. Voilà. Et donc, plus un cinématon est réussi, cela veut dire que la personne a fait tomber le masque le plus possible. C'est-à-dire quand quand le masque a complètement disparu, c'est là que le portrait est le plus intéressant. C'est là où il y a plein de petits détails sur son visage, sur ses mimiques, sur son comportement, qui font que ça va donner plein d'informations intéressantes sur cette personne. Voilà. Donc il y a aussi il y a une chose qu'on peut dire, c'est d'expliquer que le premier cinématon a été réalisé le 7 février 1978, qu'aujourd'hui, donc en cette fin de novembre 2009, il y a 2251 cinématons qui ont été réalisés et l'ensemble des cinématons dure 150 heures. Alors il y a beaucoup de manières de présenter les cinématons. On peut éventuellement montrer un seul cinématon, bon, c'est déjà arrivé, et puis aussi on peut faire une intégrale, montrer tous les cinématons. Et ça c'est arrivé plusieurs fois, de montrer du premier cinématon jusqu'au dernier, tous les montrer. Et ça, aujourd'hui, ça représente 6 jours de film, sans interruption. D'accord. What is beauty for you? Beauty in art, you say art should be guided by beauty. What is beauty for you? Qu'est-ce que la beauté pour vous? Vous avez dit que l'art doit être guidé par la beauté, donc qu'est-ce que la beauté donne à... Ce qui est le plus intéressant, c'est la beauté intérieure. C'est ce que les gens ont en eux. Et quand on regarde aujourd'hui les films de Karl Dreyer, d'Eisenstein, des films, je ne sais pas, de Pasolini, de Godard, de Howard Hawks, ce qui nous touche, c'est la beauté intérieure des personnages. C'est ce qu'ils ont en eux qui est très, très important. Et cette force intérieure, c'est ce qui reste 50 ans après, 80 ans après, quand on voit des vieux films. Cette force-là, elle a traversé le temps et elle est toujours présente dans ces grands films-là. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de rechercher quand je fais des films, quand je fais des cinématons, mais quand je fais aussi d'autres films, c'est essayer de chercher la vérité intérieure chez les personnes que je filme. Voilà. Et c'est mon but, c'est mon objectif quand je fais des films.
In some cultures, you say that the photograph can steal the soul. Dans certaines cultures, on dit que la photographie vole l'âme. Ça. Non, oui, mais non, je pense la photographie ou le cinéma ne vole pas l'âme. Non, elle peut la montrer. C'est pas un vol. C'est au contraire, quand on montre l'intérieur, l'âme, quand on montre la beauté, on ne la vole pas. Au contraire, on la partage pour la montrer à d'autres personnes et peut-être même à un grand nombre de personnes. Donc ce n'est pas un vol, le vol ça voudrait dire qu'on l'arrache, qu'on la garde. Au contraire, là, on la prend pour la montrer à tout le monde. Quand on voit par exemple le visage de Falconetti dans La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, on voit l'intérieur, on voit son âme à cette actrice. Et quand on voit le film aujourd'hui, de la même manière, on sent cette force intérieure. Et donc c'est pas du tout un vol, au contraire. Dreyer nous extirpe à l'intérieur de cette personne plein de vérité, plein de sentiments, plein d'émotions qu'il nous restitue à nous, spectateurs. Et j'essaie à mon niveau à moi, d'avoir une démarche identique, proche de ces maîtres du cinéma. Pour moi, ce sont des maîtres et c'est la meilleure façon de découvrir le cinéma, la meilleure façon d'aimer le cinéma, c'est de découvrir l'œuvre de ces maîtres du cinéma. John Ford aussi, Fellini, Bergman, etc., Buñuel. How many people have you filmed altogether? Combien de personnes est-ce que vous avez filmé déjà? Oui, alors, je disais tout à l'heure, pour les cinématons, j'ai filmé 2251 personnes. 2, 5, 1. 2250. Oui, mais j'ai filmé aussi beaucoup de personnes dans d'autres films. Parce que je fais également d'autres séries cinématographiques, comme la série Couple, la série Portrait de groupe, et encore d'autres. Et puis également, je fais aussi, depuis mes débuts au cinéma, un journal filmé, où j'ai filmé aussi beaucoup de personnes. Donc, les cinématons, c'est beaucoup de personnes, et avec les autres films, c'est encore plus de personnes. Je suis une cinémathèque à moi tout seul. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, c'est Ouais, ton cinématon. Ouais, maintenant c'est moi. Merci beaucoup. Et claquette. Ah d'accord, quelle organisation. La classe. Okej. 28. Senior Coron. Parfait. C'est parti. C'est fini. Alors, l'expérience? Oui, bien sûr. C'est parti. C'est fini. Alors, comme l'expérience, c'était difficile, facile? On est très conscient de moi et puis de moment ça part et puis on sent que ça revient. Laisse tomber et puis c'est vraiment un va-et-vient comme ça. Intéressant.
C'est ça que je veux. Je vais lui dire assez. Je vais lui dire 80, compter sur 80. Parce que je suis sûr qu'il y en a des tas qui n'ont pas été bien comptés. Ah, je m'en laisse, on ne sympa de faire. Avec Eliane. Oui, Voilà, regardez, c'est ouais. Et de toute façon, comme il Attends de me remettre les noms en tête parce que j'ai laissé vachement Jean-Marie sur les premiers. J'ai laissé faire tout ça. Mais même à Sinambule, si tu veux, il y a des gens qui n'ont pas bien compris qu'il fallait s'inscrire. Oui, à ça l'accueil. peut-être c'est pas passé. C'est pas bien passé. Ah, en même temps, il faut juste faire un survol du truc, s'il n'y a rien d'oublié à un endroit.
Moi, ça me permet de faire la sieste. Non, Qu'est-ce que tu veux? Je te sers quelque chose? Non? Oh, bah avec plaisir. L'expérience du cinématon. voilà. Cinématu. Le cinématon est déjà déposé comme nom. Cinématu. C'est sympa. Ouais, c'est bien. Et là, il y a un petit gamin. Il y a non. Non, je ne suis pas supposée être ici. Det är bra att han säger att det är bra. Ja. Det borde vi spela in. Sen använda ifall man tvivlar. Det är bra att man frågar honom. Han kommer på en del. Jag får inte tänka för mycket av det. Jag tänker så här en plan ibland. Tout à l'heure. Oui, c'est alors à 10h. Elle va le toucher, elle va mourir. Moi j'irai pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Je te filme? Je peux? Tu es une vedette maintenant. Hein. Maintenant que tu es filmé, tu es une vedette. T'as quel âge? 5 ans. Ah, d'accord. C'est bon? C'est bon. D'accord. Au revoir. Au revoir. Ça, on a vu ça. Et maintenant, parce que oui, Merci. Hein. Nous, on est parti au bout de 4 Et là, son famille, la fête. Ouais. C'est quelle heure? 10h30. Alors, monsieur le réalisateur, tu réalises quoi en me filmant? Ah bah ça c'est pour mes carnets filmés. Hein? C'est pour tes carnets? Oui, oui. Bon, bah c'était bien, on a vu des choses très différentes là, hein, qui étaient intéressantes.
Tiens, Annette, tu veux pas être sur les carnets filmés de Gérard parce que moi, je me sens bien seul sinon. Hein. Ah bah oui, mais c'est pas quoi dire. Une dijonnaise, hein. Oui. Ah oui, c'est Pure vrai, souche. de Montchâtel. En plus. Toi aussi? Non. Non, mais il a sévi longtemps. Dijonnaise née à Dijon. Longtemps. Ah oui, là c'est... Le jeu de Montpellier. C'est ce que notre patron nous dit tous les jours. Voilà, c'est ça qu'on dit en rouge. Voilà. Vous êtes bien là, hein. Et on bosse sous les chandelles. J'espère que vous êtes bien payé, hein. Oui. C'est-à-dire que l'histoire, c'est le problème, c'est que les autres années, ça peut essayer la projection. Tout ce qu'il faut que je trouve, c'est un peu d'eau. Je trouve un peu d'eau parce que j'ai raté. Non, pas de whisky. Pas de whisky. Hein? Bonsoir, nous allons rentrer dans une salle où il y aura le pot de Madame le maire et le discours bien sûr. Nous sommes très impatients. Tout le monde se réunit à Cabrières d'Avignon ce soir. Ronnie, il est pas loin aussi. Non, c'est l'œil de la caméra qui arrive. C'est Vertov. Vertov qui arrive. De retour. Connu. Tu vois, tu t'as piégé. C'est facile. Salut. Bonjour. Ah, il paraît que Luc a eu un gros succès hier, là. Avant-hier, pardon. Incroyable avec ce film, le succès avec ce film. Qui l'aurait dit, hein? Mais à chaque fois, tu es obligé de te bagarrer avec Luc en débat pour être d'accord avec le film. Exactement. Bon, bah ça, il faut dire que j'ai tellement l'habitude que je... Attends, tu vas pas me dire que tu as l'habitude, puisque Luc, il parle pas beaucoup, alors. Si, dans les débats, Ah non, mais ah oui, d'accord, mais... il n'arrête pas, et d'ailleurs, je lui reproche qu'il ne regarde pas assez la salle, et il ne laisse pas parler les gens. Il parle non-stop. Non, mais il se rattrape. Comme à la maison, il parle pas beaucoup. C'est ce que tu penses. Ah bon, il parle beaucoup maintenant? Bah, il a toujours parlé. À la maison... Ah oui. Non. Ah, ça, c'est... Alors, tu te retrouves à Cabrières. Tu as présenté... Déjà, c'est fait. Le cinématon. Oh, ça passe en permanence. Ah oui. Il y a une salle où ça toi, passe. Tu fais du non-stop. Hein. Mais il n'y a pas que les cinématons, il y a des cinématons aussi. Ah, d'accord. Tu fais des installations maintenant avec des films. Tu occupes un espace, ce n'est pas juste une projection. Moi, je m'occupe de rien, c'est eux qui ont eu cette chose, oui, mais ça ne doit pas être la première fois où tu... Ah bah oui, non mais là c'est eux qui ont proposé ça. Hein. Tu connaissais ce festival, toi? Non, c'est la première fois que je viens. Moi aussi. Holocaust you say?
Ouais, tu peux passer. Hein. Holocaust, you say? Mental Holocaust. Je croyais que tu allais nous montrer ce que tu avais fait sur Cabrières. Là, il nous fait rougir, hein, comme hier dans le dessin animé, les parents qui rougissaient sur l'enfant qui était indocile. Il prend Didier aussi, hein, Didier lui avait fait un sourire poli. Il nous donne tous une jolie couleur. Didier est habitué. Ah non, surtout pas. Bon, moi, je suis spectateur. Non, il est en train de me faire du bien de parler du cinéma tchèque et de l'ambiance tchèque. Ah bon? Ah oui, on se régale avec des gens positifs. Pourquoi tu n'es pas français? Non, mais l'image du pays. Oui, L'image du pays. Bonjour. Alors, au départ, c'était on lui a dit est-ce que vous pouvez nous soumettre une liste de courts-métrages récents? Et il m'a renvoyé un mail. Voilà ma liste de courts-métrages pas si récents. Donc, on avait une liste à peu près de 15 films. On a fait un tri par rapport à la longueur et par rapport au coût et à l'accès des copies. Donc, voilà un peu la trame qui reste. Il y avait par exemple Guiraudy, Godard, Marie-Christine Kesteber au départ. Donc on n'a pas pu avoir les copies ou alors le film était trop long. Donc ça ne rentrait pas dans la carte blanche au niveau des horaires et du temps. Donc lui va vous présenter l'ensemble, peut-être pourquoi ces courts-métrages. Et j'aimerais bien poser dès le départ la question de quelle est la différence entre l'écriture des courts-métrages et du long-métrage. S'il y a quelque chose qui se dégage pas trop loin. Tout au coup. Bref, non, il n'y a pas de différence essentielle. Le court-métrage, c'est peut-être plus facile à dominer parce que c'est court et des fois, on a des résultats plus forts, plus marquants. Donc, il n'y a pas une supériorité réelle du long métrage sur le court métrage, peut-être que c'est le contraire, quoique sur le plan commercial, c'est le long métrage qui compte. En même temps, pour les premiers films, il n'y avait pas de différence puisqu'il y avait des courts métrages. La notion de long métrage est arrivée à peu près vers 1913-1914. Les directeurs de salle ne pensaient pas que le public pourrait supporter un film de plus de 3 minutes ou de 10 minutes. La conquête de la Lune de Méliès, ils étaient très angoissés parce que ça faisait 14 minutes, c'était du jamais vu. On a la même chose aujourd'hui, les très jeunes, ils supportent mal les films longs. Donc il n'y a pas de différence essentielle, il n'y a pas forcément une structure narrative dans le court-métrage, parfois. Alors les 5 films que j'ai choisis, pour presque tous, c'est parce que ils passent pour être les chefs-d'œuvre de leur auteur, notamment le film de Griffith et le film de Chaplin, c'est probablement leur meilleur court-métrage, ainsi que pour Vecchiali. Il y en a un qui est un peu en dessous, c'est le Cabot, mais enfin bon, le hasard a fait qu'il arrive là, et le film est assez insolite, et puis en même temps, ça faisait un trait d'union avec moi, puisque je joue le rôle principal du Cabot. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Il y a donc 3 films muets. Ça s'étale entre 1908 et 1980, je crois, les 81, les dates de réalisation. Et voilà, on pourra intervenir à la suite de chaque projection, parce qu'ils sont très différents, donc il vaut mieux intervenir au coup par coup. Je me posais la question, est-ce que ça vous dérange, parce qu'on avait fait ça avec les lycéens, des fois Luc Moulet, c'était vraiment en pointillé, hein. Pendant le film, faisait une petite intervention, juste pour faire remarquer un petit
un petit plan ou un petit geste enfin, qui avait une importance. Donc est-ce que ça vous dérange s'il y a de temps en temps une... Bah, ils vont pas dire... Ils vont pas, ils vont pas dire... Je leur pose la question quand même. Hein. Il y a des gens peut-être qui sont absolument comme ça, qui disent non, je veux pas. Oui. Personne n'ose dire non. Personne n'ose dire, il a raison, voilà, donc on fera comme ça. Si, je vais dire non. Toi, tu vas dire non. Ok, bon, on va commencer par le Griffith. Alors, il y a un commentaire. J'ai toujours pas la réponse au commentaire. Est-ce que c'est la bonne version? Mais il y a plusieurs versions. Donc, il y a des montages différents. Dans le cinéma du début, il y avait plusieurs versions parce qu'on n'arrivait pas à faire un double du négatif comme aujourd'hui. Hein, et ce qu'on appelle marron ou master, contre-type. Et c'était la version avec la second best, la prise la meilleure après la première. Donc on faisait un deuxième négatif qui souvent servait pour l'exportation. Et puis parfois les auteurs ont corrigé leur montage. C'est une version un peu différente de celle que je connais, mais qui est intéressante et qui est très intéressante aussi. Le titre est Corner in Wheat. C'est un peu difficile à traduire. Une traduction littérale, ça serait mainmise sur le marché du blé, ce qui est un peu lourd. Ou on peut dire ce qui est plus bref, mais pas tout à fait exact, dumping sur le blé ou OPA sur le blé. L'OPA n'existait pas encore en 1908, je crois, et c'est traduit en français par les spéculateurs, mais c'est une expression anglaise très connue. Comme ça, on accapare un marché, on fait corner in wheat, bon, comme ça, et hop, on s'attire, on prend une bonne partie du marché du blé. On pourrait traduire ça, pour le blé, c'est plié, littéralement. On va lancer. Alors les trois premiers films sont à une vitesse qui n'est pas la vitesse normale. C'est en accéléré. Ça pose des petits problèmes pour le deuxième et le troisième. Enfin pour le premier ça va un peu presque. The Museum of Modern Art surfaced in the late 1970s. Deciding where this shot went was the great problem in restoring A Corner in Wheat. It's a sign of how abstract the film has become, that in terms of narrative, this tableau could be placed in any number of places. Originally, it was he is alone. The film started with an entire farm family. It closes on a solitary figure. And the countryside, which is ordinarily a healing space for Griffith, Vous avez peut-être des questions à propos de ce film? Vous pouvez éclairer, s'il vous plaît? Une question? Moi, je vais vous en poser une. Je voulais savoir si à l'époque, il n'y avait que le plan fixe qui était possible, ou c'est un choix de Griffith? Oh, il y avait déjà des panoramiques. En 1898, il y avait Promio sur une gondole à Venise, et puis d'autres. Mais enfin, quand même, le plan fixe était dominant. Hein. Surtout que les films sont courts, on a plus besoin du mouvement d'appareil sur un film long. Mais bon, on peut se débrouiller pas mal à faire beaucoup de choses avec le plan fixe. Et il y a un mouvement aussi à travers le film, puisque on a des plans fixes de la même, avec le même sujet, hein, le même décor, et ça change beaucoup à l'intérieur du plan fixe, d'un plan à l'autre, 3 minutes plus tard. Notamment, par exemple, le plan du début et le plan de la fin. On a donc deux personnages qui s'aiment, deux chevaux derrière, et à la fin, on n'en a plus, il n'y a plus qu'un personnage. Donc des différences qui sont établies par la succession.
Et là, on sent que je ne sais pas si c'est parce que c'est au début du XXe siècle, il est plus proche d'une tradition picturale et qu'il y a une composition proche des peintres réalistes de la fin du XIXe. Oui, alors là, c'est plutôt particulier à Griffith, qui avait une certaine culture. Les premiers grands maîtres du cinéma, c'était des ratés du théâtre. Griffith, Gans ou 2000, qui avaient essayé de faire des pièces ou de jouer, et puis ça ne marchait pas. Et donc, ils se sont tournés vers le cinéma, et donc c'était des gens qui fonctionnaient sur une certaine culture théâtrale et aussi picturale. Donc le tableau de Millet, il avait été exposé à New York et à Boston quelques années avant, et donc il avait assez marqué les esprits dans celui de Griffith. Bon, il y avait une influence plus nette de la peinture parce que c'était l'image, il n'y avait pas de son. Après 1930, il y aura plus l'influence de la musique sur le film. Et c'est assez étonnant dans un film aussi court de voir à la fois l'influence d'une peinture célèbre et l'influence de romanciers qui sont à la pointe de l'art littéraire des États-Unis. Frank Norris, à qui c'est emprunté, était aussi l'auteur d'un roman qui a donné un des chefs-d'œuvre du cinéma. Je ne sais pas si vous savez lequel c'est. Le film de Les Stroheim. rapaces de Stroheim. Donc, on voit Norris derrière Griffith et puis derrière Stroheim. Ce qu'on oublie parfois, il est un peu oublié. Il a ses limites, Norris, en tant que réaliste, mais il y a effectivement une grande influence de la littérature qu'on oublie parfois un peu trop aujourd'hui. De même, on peut penser que le fait qu'il y ait comme ça des tableaux vivants, ça correspond à une certaine tradition littéraire, notamment qu'on rencontre dans les affinités électives de Goethe. Le point fort du film, c'est que finalement, on peut suivre avec une certaine passion le film, mais qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal, sauf le roi du blé qu'on voit à la fin, et que ça se tient très bien, alors qu'on saute sans cesse de personnages très différents qui ne se rencontrent jamais. C'est aussi un peu le drame des rapports sociaux, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre les cultivateurs et les affairistes. Moi je voulais savoir quand est-ce qu'avaient été ajoutés les commentaires qu'on entend pendant le film muet et pourquoi avoir choisi de montrer une version avec ces commentaires en fait. Oh bah il n'y avait pas tellement le choix, c'est pour ça. Il y a des choses intéressantes dans le commentaire, il y a des choses discutables. C'est un peu embêtant parce que comme c'est inscrit sur l'image, ça bouffe un peu la force de l'image qui contient beaucoup de choses. Ils ont été rajoutés quand ces commentaires? Je pense que c'est vers 1980 ou 90, parce qu'il y a à mon avis, donc c'est ça c'est une copie vidéo faite d'après une copie film, où je pense que c'est 80 ou 90. Là donc, il a l'air de vouloir tirer à l'arc avec sa scie un instant.
Il y a un assistant qui passe dans le coin gauche. C'est fait à la va-vite. J'ai l'impression que le film avait bien marché. C'est un film fait il y a 95 ans, qui est muet en noir et blanc, mais ça fait toujours rire. En tout cas, merci de nous faire découvrir, parce que moi, je ne connaissais pas. Je sais pas, vous le connaissiez, ce réalisateur? Oui. Oui, mais... Au théâtre de Second Monsieur. Oui. Oui, alors, donc Karl Valentin, je crois c'est date, c'est 1892-1948. Donc c'était un acteur de théâtre, mais qui écrivait ses sketchs, et puis qui ont été refaits en film. Officiellement, il n'est peut-être pas le réalisateur, mais dans le comique, c'est souvent l'acteur qui est le réalisateur. Le Mécano de la Générale, c'est signé Clyde Brockman, mais c'est évidemment Buster Keaton qui domine. Il avait un gros succès public. Il comptait Bertolt Brecht parmi ses admirateurs, d'ailleurs. Mais il était assez mal vu dans le domaine du cinéma, parce qu'on dit qu'il y a du théâtre, c'est du théâtre filmé, ce qui n'est pas vrai, parce que il n'avait jamais joué ça au théâtre. Au théâtre, il y a la parole, alors que là, c'est un film qui n'a pas besoin de la parole, qui ne l'utilise pas. C'est un film de mime, et il travaille beaucoup sur des éléments qui sont proprement cinématographiques, le mouvement. Il y a un jeu qui est impossible au théâtre, c'est par exemple la relation de le rez-de-chaussée et le sous-sol, où il y a le coiffeur et le comptable qui travaille au-dessus. Donc on change, il y a une nouvelle dimension de plus. Et effectivement, il regagne beaucoup d'admirateurs aujourd'hui, avec pas mal d'années de retard. Je crois qu'il y a presque tous ces films maintenant qui sont en DVD sur le marché allemand. Et on se rend compte qu'il a influencé beaucoup de gens, dont Chaplin, dont vous allez voir un film tout à l'heure, et qui retrace bien l'histoire de l'Allemagne, ses problèmes, le drame de cette Mittel Europa qui est dominée par les fonctionnaires qui foutent rien, qu'on retrouve également dans le roman russe à travers Gogol. Donc c'est toute une mise en boîte d'un système. Et donc il joue sans cesse sur quelque chose qui est fréquent dans le comique, c'est-à-dire le gros et le maigre, le petit et le grand. Donc c'est fait un film sur la difformité et les différences. Chaque plan, il joue là-dessus dès le premier plan. C'est visible, on pense même à Bosch quand on voit ces personnages caricaturaux. Et donc c'est une vision assez cruelle de l'Allemagne de cette époque. Et il a continué à travailler sous Hitler, mais il était plutôt mal vu parce que ça c'était pas très glorificateur. Et certains de ses films ont été coupés ou interdits. Comme c'était en principe quelqu'un qui venait du théâtre, il était assez mal vu au niveau cinématographique, parce que par exemple pour les critiques de cinéma ou les historiens, l'art c'était plus le flou, la surimpression, l'expressionnisme.
pour ce qui est du cinéma allemand, et on ne trouve pas trace de Karl Valentin dans les grandes histoires du cinéma, ce qui est aberrant, alors que c'est peut-être le premier grand film allemand qui est assez novateur. C'était une direction possible du film, parce que là il y a un montage qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a le plan fixe, et puis alors on passe au plan fixe avec une toute autre action pour ne pas perdre de temps. Il y a des... Il y a des montages avec des shows, des jump cuts. Il y a une action qui est finie, et puis le personnage saute et il réapparaît. Et, pour pas perdre de temps, pour avoir un meilleur rythme. Mais finalement, je crois que c'est pas gênant, ça ajoute même de l'humour aux situations, même si c'est totalement antigrammatical par rapport à la grammaire cinématographique qui est apparue quelques années plus tard. Il partait de ce qu'il avait envie de faire et il faisait ça normalement. Il n'y avait pratiquement pas de cinéma allemand. Le cinéma allemand est né vers 1910-1912 et on faisait un peu ce qu'on voulait. Après, le cinéma allemand est parti sur d'autres bases, sur l'importance du décor, du fond, même s'il y a effectivement certaines références comme ça à un absurde qu'on trouve aussi bien chez Kafka, mais les petits fonctionnaires ou les petits métiers ridicules, on trouve ça aussi dans Le Dernier des Hommes de Murnau, avec le portier d'hôtel qui va travailler, il devient non pas Monsieur Pipi, à la porte des WC. Donc il y a une description de tous ces métiers un peu tristes et ridicules qui identifient bien l'Allemagne des années 1910. Des questions? On passe au film suivant. Les scripts. Donc le personnage de Charlot est un peu influencé par Valentin. Alors là, vous allez le voir en accéléré, ce qui fait que ça détruit des effets, parce que dans la version originale, il y a une partie du plan qui est tournée à la vitesse normale, et en cours de plan, l'opérateur accélère. Mais comme maintenant c'est tout accéléré, on ne voit plus cette différence. Vous allez voir cette... Ce que vous voulez dire, c'est que les gens à l'époque voyaient le film dans une vitesse normale. Différente, avec une partie du plan normal, et puis soudainement, en cours de plan, ça va plus vite. Notamment lorsque le policier se retourne, il y a des fuites rapides qui font rire, mais qui n'apparaissent plus là. Enfin, c'est assez bien arrangé dans la version moderne, qui a dû être faite par Chaplin ou sous ses ordres.
D'accord. Je vais donner juste quelques petites informations complémentaires parce que effectivement le film se suffit à lui-même. Hein. J'ai vu qu'il marchait très bien. Des questions? Est-ce que... pourquoi on peut dire qu'on peut définir comme du génie la mise en scène de Chaplin? Oh, c'est difficile à définir, mais bon, c'est fait sur le rythme, la succession de choses qui appartiennent à des ordres très différents. Il y a par exemple la misère, l'intérêt pour l'enfant. Chaplin, qui a une enfance difficile, a toujours été sensible aux problèmes des enfants. La petite figure d'enfant sur la droite qu'on voit appelle le Kid, qu'il allait tourner 3 ans plus tard. Et c'est aussi un homme qui aura 5 ou 6 enfants. Donc, et il y a donc tous ces rapports entre pauvreté et richesse, puisque lui aussi il est passé de la pauvreté à la richesse en un an pratiquement. Et description de la réalité sociale, des mœurs avec l'usage de la drogue, les forts et les faibles, tout ça arrive à la suite, en même temps qu'il y a des compositions, les gens qui passent par la fenêtre, qui ressortent par une autre. Il y a un agencement considérable, et d'ailleurs le plan fixe sert beaucoup parce qu'il y a énormément de mouvements à l'intérieur du plan fixe. Il n'y a qu'un seul plan serré. Oui. Il n'y a qu'un seul plan serré, il n'y a qu'un seul gros plan en fait. Quand même. Ah, il y a un le travelling gaz, aussi. En fait, à un moment, Oui. c'est le seul, j'ai l'impression. Il y a un travelling aussi à un moment donné, un petit travelling. Oui. Quand le déplacement de la caméra quand il traverse la rue, Oui. voilà, il n'y a que ça, mais c'est très bien fait. Et puis il y a des évolutions, effectivement c'est très beau, le gag, le mec qui veut montrer sa force en tordant le bec de gaz, et c'est ce qui va amener sa perte. Il écrivait ces films J'ai l'impression que non, il avait fait du music hall, peut-être qu'il notait les idées, il vaut mieux noter les idées parce que souvent, après on en oublie en cours de route, hein. Mais il écrivait très peu. En même temps, comme ses films marchaient, il avait beaucoup de fric. Et on raconte toujours l'histoire d'un plan de Les Lumières de la ville. Il a fait comme ça, au fil de son inspiration, 525 prises en 6 mois. Enfin, il ne faisait pas que ça, mais des fois il y revenait. Donc c'est une intelligence appliquée et pas du tout théorique. Il a peut-être dû écrire un petit peu, il n'aurait pas. Il a trouvé la bonne idée au bout de 500 prises. Il a peut-être dû réfléchir un peu avant, mais enfin bon, c'est sa façon de procéder. Et il a pu faire des économies comme ça. C'est pas notre problème. Donc il écrivait très peu, il marchait. C'était un homme de terrain, pas un scribe. Et on raconte même que sur un de ses derniers films, quand il faisait le montage du son, eh bien, au lieu d'écouter ce qui se disait, il regardait la pellicule optique, c'est-à-dire sur le film, il y a l'image là, et puis il y a une petite bande de 2 ou 3 millimètres de haut, sur lesquels on voit comme ça des dents de scie, des montagnes russes qui reflètent les graves et les aigus. Et en regardant comme ça, il savait ce qui se disait, il reconnaissait chaque son, rien qu'en voyant ces montagnes russes qui ressemblent un peu à un parcours d'étape du Tour de France. Et voilà comment travaillait Chaplin. Il ne faisait pas de storyboard. C'était un intuitif. Oui. Des questions? On pourrait passer au cabot. Oui, alors là... Bon,
je vais me taire parce que c'est parlant maintenant. Et ça sera peut-être mieux. Alors, vous allez avoir 4 films qui sont des chefs-d'œuvre. Celui-là est un peu en dessous. Mais enfin, c'est toujours bien de voir aussi pas des chefs-d'œuvre parce que ça permet d'établir la comparaison. Et puis, ça fait un peu trop. Et puis, il n'est pas inintéressant, le film. Il a un certain ton fondé sur l'ironie, un côté doux amer, un côté insolite et le ton qui rappelle un peu les premiers courts-métrages de Polanski, qui est pas inintéressant. Il faut dire aussi que le producteur de ce film est parmi nous. Oui, bon, enfin, je suis producteur du film, mais enfin, j'étais ce qu'on appelle un producteur de couverture, parce que j'avais une maison de production, et produire, ça consistait à donner des coups de tampon pour donner des dossiers au centre du cinéma, surtout. Voilà. Et le film a été interdit par la censure pendant 2 ans. C'est une programmation chronologique qui fait que vous avez eu 2 films drôles, les suivants vont pas être drôles, c'est peut-être pas très bon. Dans le film, il y a 3 acteurs, vous essayerez de reconnaître Luc Moulet. Seul nœud que penser serré. Comment ça se fait? Faut pas le faire souffrir. Ça va pas suffire le soulevant. On va secouer la corde. Comment ça se fait qu'il bouge encore autant? Oh, ça ne veut pas durer. C'est quand même étonnant qu'il résiste comme ça. C'est pas toujours facile de tuer une bête. Il y a 1 an, quand j'ai voulu me débarrasser de mon chien, j'ai demandé à un copain de venir me le tuer. Je l'ai attaché près d'une pile de bois. Il lui a foutu un coup de fusil. Le chien a versé. Bon, je l'ai détaché, j'ai cru qu'il y avait. Tout de suite après, voilà qu'il se remet à respirer puis qu'il se sauve. Ça lui a pourtant arraché un œil, la tête tout enflée. Il est allé se cacher dans la grange, dans le foin, puis j'ai pas pu le revoir. Puis le lendemain matin, je suis quand même allé voir ce qu'il faisait, mais il n'était plus là. Et puis il y a un gars qui m'a dit que mon chien, il s'était fait écraser par une bagnole sur la route. Je suis allé voir, mais il n'était pas écrasé, il souffrait, là, il râlait là le long. Alors j'ai demandé à un chasseur de là-bas de venir me le finir. Il lui a tiré un coup de fusil à bout pourtant bien placé, puis ça a été fini. Attention! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Tu vas voir. Allez, viens là. Allez. C'est pas possible. Passez-le derrière la poutre. Tirez. Mais tirez donc. Tirez plus fort. Ah, il a l'air bien mort cette fois. Ça a été dur. Quelle merde! Il respire encore! Oh la vache! Il est increvable! On n'en sortira jamais! Et je pouvais pas tirer plus fort! On est coincé.
Et puis l'assistant réalisateur, il est assez buté. Il pense qu'à son boulot. Donc, c'est plus intéressant d'avoir des personnages qui sont un peu décalés par rapport à vous qui réagissez, ou à nous qui réagissons assez fortement au film, et ce qui crée la cheville de la tension du film. J'ai d'ailleurs remarqué que là encore, comme dans La Terre de la Folie, les gens rient au moment le plus dramatique où on tue le chien. C'est surtout, sans doute, à cause de l'extravagance des actions. Hein. Mais ce que je voulais savoir, l'idée, c'est toi qui l'as lancée, puisque tu es un spécialiste des films de chiens, puisque tu avais fait le film, voilà, l'Empire de Médor, oui. Et donc c'est toi qui avais lancé l'idée du film, ou c'est vraiment de Letellier? Non, c'est le réalisateur qui avait été assistant sur le film Le Dernier Homme de Charles Beach, qui se situait au moment de la fin du monde imaginé, et donc il y avait beaucoup de personnes mortes ou de personnes qui bougeaient pas, et les animaux notamment. Et Beach avait besoin d'un chien qui ne veut pas bouger, donc l'assistant a dû se résoudre à trouver un chien mort par tout moyen. Ce qui est rigolo, c'est que le film de Beach a été autorisé tout public, et tandis que celui-là a été interdit par la censure. Et par-dessus le marché, bon, le chien est arrivé trop tard, et le film de Beach, d'ailleurs, n'est pas sorti pratiquement, pas à cause de cette histoire de chien du tout, mais parce que, bon, il était jugé pas assez commercial. Et donc, c'est pas moi, il m'a amené le scénario, comme ça. J'ai trouvé que c'était bon comme scénario, et puis ça m'engageait pas tellement. Et on l'a présenté à la commission d'avance sur recette du court-métrage, à la contribution financière. On l'a pas eu, parce que ça faisait un peu peur aux membres. Moi, il y avait une bonne histoire, j'avais pas du tout pensé à cet aspect-là, surtout que ça avait un côté un peu thérapeutique. Ensuite, le Tellier a trouvé l'argent pour financer, c'est-à-dire que c'était fait en participation, et il n'y avait pas d'argent à dépenser, donc je l'ai couvert, il m'a demandé de jouer, je lui ai déconseillé en disant que automatiquement j'amenais le rire, et ce qui n'était pas bon pour le film. Il m'a dit non, ça fait rien. Finalement, c'est peut-être aussi bien, parce que ça apporte un peu d'insolite, ça rehausse les tensions à l'intérieur du film. Il n'y avait pas une volonté comique au départ? Non. Mais enfin, par certaines intonations, effectivement, ça a accentué. J'ai produit un film qui s'appelle Le Grand Chien Noir, mais où on ne voit pas de chien. Qui est un film sur comme ça, la chasse aux sorcières, en quelque sorte, où on imagine un grand chien noir qui fait peur à tout le monde, mais qui n'existe que dans la pensée des gens. Et puis après, cette histoire du cabot, il y a eu la censure des campagnes de presse, etc. C'est un court-métrage, par exemple, qui a eu une page d'un journal à scandale allemand, ce qui était pas mal pour un court-métrage français, comme ça. En général, même les longs métrages n'ont pas de pub, enfin, ça a fait des montagnes. Finalement, il a été autorisé au bout de 2 ans, mais ça m'a appris à contacter, effectivement, avoir des rapports avec le monde, non pas des cinéphiles, mais des cinophiles, qui était très violent,
et j'ai pris des notes qui m'ont permis de faire un documentaire comique sur la religion du chien en France qui s'appelle L'Empire de Médor. Et est-ce qu'on peut connaître le côté thérapeutique, justement? Bah, effectivement, le réalisateur se sentait très coupable d'avoir tué ce chien. Il en rêvait la nuit, des fois il avait des cauchemars. Alors c'est ce qu'on appelle la catharsis, pouvoir se libérer d'une mauvaise action en la reproduisant. C'est très classique en art, et puis sur le plan médical, les psychiatres vous conseillent beaucoup ce genre d'action. Le film, finalement, après, il est passé à la télévision. Au bout d'une dizaine d'années, hein, ça a changé. Puis, déjà, il était sorti tout de suite dans le tiers-monde, au Portugal ou en Tunisie. Parce qu'effectivement, dans ces pays-là, où la vie est difficile, on n'a pas la même attitude qu'en Occident vis-à-vis de l'animal. Je pense notamment au Chilien Rodorovski qui tuait des oies sur la Seine. Vous avez eu de la chance qu'à cette époque, Brigitte Bardot ne soit pas présidente de la SPA, mais c'est vraiment l'esprit bête et méchant d'Harakiri. Est-ce que le Tellier en a fait d'autres dans ce genre? Non. Effectivement, il vivait avec cette obsession, et puis après, il n'a plus de catharsis à faire, à mettre en branle en quelque sorte, donc il n'en a pas fait d'autres. Dans ce court-métrage, vous pointez le rôle de l'assistant réalisateur, et il me semble avoir lu dans un de vos textes que pour vous, l'assistant réalisateur est le bourricot de l'équipe, et celui qui devrait être le plus mal payé, il me semble. Oui, c'est un peu le bourricot de l'équipe. Le plus mal payé, effectivement, moi je payais assez mal mes assistants, je payais bien mes acteurs et mal mes assistants, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas besoin de compétences particulières. Je choisissais mes acteurs d'abord parce qu'ils avaient une auto, ça me permettait d'avoir une bagnole. Ensuite, à cause de leur apparence physique, parce que ça permettait d'avoir des figurants tout près qui jouaient des petits rôles. Donc je leur disais un peu quoi faire. Mais ça c'était en début d'activité. Et après, effectivement, l'assistant a été payé plus normalement. Mais il y avait ce petit jeu. Bon, ce qui compte dans le cinéma, c'est les acteurs, et puis l'opérateur, et puis les assistants, c'est un peu secondaire. Donc ça n'a rien à voir avec la conception normale de l'assistant qui apparaît ici. Dites-moi comment vous avez réagi. Un mélange de dégoût, d'effroi et de rire, quoi. Peut-être pas toujours au même moment que tout le monde non plus, quoi. Oui, souvent les personnes qui avaient vu le film, enfin c'était des membres de la commission de censure, et effectivement ils réagissaient assez mal. Il y avait comme ça cette divinisation de l'animal par rapport, qui était sensible dans un milieu très, très bourgeois, qui était celui des censeurs ou des jurés de commission. Donc c'était assez différent, mais il y a eu des réactions assez hystériques. D'abord, ces spécialistes, ils ne voyaient pas que, en fait, le chien n'avait subi aucun mal, hein, parce que, il dit il y a les Blancourt où on a l'impression qu'il lui arrive des choses pénibles, mais grâce au jeu des objectifs, il n'a pas reçu de coup, quoi, au cours du film.
ce chien. On fait semblant, comme ça, il y a un objectif qui est le 100 ou le 120, qui écrase les distances, et donc je montrais effectivement avec un objectif comme ça, avec un objectif normal, je donne un coup de poing comme ça, il faut vraiment que je donne le coup de poing. Tandis qu'avec le 120, si je fais comme ça, hein, on croit que monsieur va être par terre. Hein. Donc c'est très facile les trucages au cinéma, mais ces gens-là, ils vivaient un peu dans l'abstrait, ils ne voyaient pas les trucages, enfin les petits trucages qui sont courants dans les films d'action, hein, où on casse la gueule aux gens sans les toucher. Et puis c'était assez hystérique. J'ai une correspondance avec une dame qui luttait pour que le film soit interdit. Alors je lui ai dit, mais vous avez vu le film? Non. Non, m'a-t-elle dit. Ah bah je vais vous le montrer. Ah non, je ne veux pas le voir. Alors c'était assez rigolo. Elle m'a dit, oh bah vous faites ce film-là pour gagner plein d'argent. En voyant le court-métrage, on ne peut pas dire qu'on va gagner énormément d'argent, etc. Dit, ah bah c'est idiot, vous devriez faire des films comme Les Demoiselles d'Avignon, où vous aurez des millions de téléspectateurs. Enfin, il y avait une volonté comme ça de me coincer ou par la droite ou par la gauche. Donc ça m'a donné pas mal d'indications comme ça. C'est vrai que c'est et ce qui m'a permis de faire l'Empire de Médor, qui était une sorte de catalogue des attitudes de l'occidental par rapport aux chiens. Mais aussi qu'il y ait une censure qui les regarde, les courts-métrages. Aujourd'hui, on parle de remettre des visas d'exploitation, mais il y a des gens qui les regardent, la censure aujourd'hui par rapport aux courts-métrages. Ils sont très rarement vus par des équipes qui mettraient, même les visas d'exploitation n'existent pas, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de... Oui, il y a eu des longs-métrages interdits pour des raisons politiques notamment, et pour des raisons de cruauté. De toute façon, il y a des interdictions qui restent pour la pédophilie. Hein. Mais tout évolue avec le temps, hein, comme ça, des films qui sont interdits en 1930 et qui passent facilement en 2010. Et inversement. Enfin, inversement, bon, c'est parce qu'ils sont ils sont pas bons, alors ils passaient très bien en 1930 et puis ils sont jugés ridicules aujourd'hui. Oui, moi je voulais savoir si c'était habituel d'avoir des monsieur et madame dans l'énumération finale. Ben, c'était parce que le Tellier a voulu faire une sorte de faire-part qui était déjà au début du film. Simplement, il aurait dû avoir les bords du faire-part pour qu'on comprenne. Et là, on ne comprend plus les bords noirs. Mais enfin, il avait mal calculé en dessinant ses titres et il ne pouvait plus mettre les bords noirs. Ben, c'est une faute. Il y a une réplique dans le film que je trouvais intéressante parce que je trouve qu'elle reflète un peu l'état d'esprit des cinéastes de l'époque, en tout cas d'une certaine mouvance. Le paysan dit vous faites un film? Oui, je fais un film, alors c'est pour la télévision, et vous répliquez non, un film, c'est pour le cinéma. Oui, bon, de toute façon, ça peut-être empiré, ça s'est aggravé. Dans les campagnes, on ne savait pas que le cinéma existait pratiquement. Donc, automatiquement, on vous demande toujours, c'est pour la 2 ou c'est pour la 1? Sauf à Cabrières. Oui. Alors, je répondais, c'est pour la 8. Bien souvent. Mais vous faites une différence? Entre les films de la 1 et de la 2? Entre les films
Vous êtes pour la télévision et les films pour le cinéma? Non, avant on en faisait parce que on disait pour la télévision, faut cadrer plus serré comme l'écran est petit. Et puis on cadre plus large, on peut avoir de grands paysages au cinéma, ce qui est interdit à la télévision. Ce qui est un peu idiot parce que d'abord maintenant les télévisions sont souvent assez grandes. Et puis, on en avait marre de voir des cadres serrés à la télé. Et les westerns à cadre large, ça a apporté quelque chose de nouveau. Bon, il y a des petites différences parce que, effectivement, l'ambiance est différente. Par exemple, pour les films comiques, c'est mieux en salle. Hein, parce que il y a des gens qui commencent à rire, ils entraînent les autres, etc. Il y a toute une ambiance. Et ça n'existe plus à la télé, où on est un ou deux ou trois devant la télé. Mais enfin, personnellement, dans les écoles, on vous apprenait à faire des différences quand on faisait des téléfilms ou des films. Mais comme la plupart des films ont essentiellement leur public à la télé, il n'y a plus de différence au bout du compte, puisque en chiffre de spectateurs, de toute façon, il y aura beaucoup de gens qui verront le film à la télé que dans les cinémas en général. Je pense notamment, bon, c'est pas applicable parce que ce sont souvent des productions américaines, mais les films de western où il y a beaucoup de chutes de chevaux, de scènes de guerre avec des animaux qui sont abattus. Oui, alors ça a changé aux États-Unis, effectivement, à partir des années 60, et on y a fait beaucoup plus attention. Et Hitchcock, notamment, a eu des problèmes pour le film Les Oiseaux, où il avait la SPA, la SPA locale, qui faisait gaffe. Donc, c'est... Dans la plupart des pays, effectivement, on faisait très attention. Ben, les pays du tiers-monde ou les pays pauvres, ça n'existait pas parce que le principal c'était la vie humaine, et notamment dans le monde hispanique, un film comme ça passe comme une lettre à la poste. On parle toujours d'ailleurs du film Las Urdes, où Luis Buñuel avait abattu un âne ou une chèvre. Une chèvre. Une chèvre, comme ça, pour les besoins de son film. Ça a déclenché des polémiques 30 ans après. Mais le sacrifice de l'animal est quelque chose de commun dans le monde hispanique. Par exemple, au Mexique, on mange de la confiture, on mangeait de la confiture, comme l'a montré un film italien, là. On mangeait de la confiture avec des mouches vivantes. Donc il y a une relation à l'animal qui est tout à fait différente. C'est bon? On passe à Maladie de Paul Vecchiali. De chlorure d'ammonium magnésié. Le docteur Mossé avait constaté léger souffle au cœur. 11 juillet 56, La Roque-Bressanne. Toute une période s'écoule pendant laquelle le traitement n'est pas continu. Aussi ai-je des ennuis du côté de mon asthme, râle, douleur des bronches, expectoration et tout le cortège. 26 septembre 56, retour à Toulon et en même temps, j'ai un traitement continu à raison d'un comprimé par jour pris en 2 fois. Et le résultat est satisfaisant. La saison hivernale commence en ce début de novembre, et naturellement je m'en ressens. Tout, expectoration abondante, et l'asthme lui-même semble lutter pour se libérer de l'étreinte du cortencile. 1er mars 1957. Ensuite, il nous serre fortement tous les deux sur son cœur, et cette fois-ci, il signe papa.
pouvez nous parler déjà de Paul Vecchiali? Paul Vecchiali, c'est un cinéaste qui est né en 1931, qui a commencé à écrire au Cahier du cinéma et qui a réalisé des films entre, disons, 1961 et 2006. Des films, d'ailleurs comme les miens, qui s'inséraient difficilement dans un courant cinématographique majoritaire, et comme ceux de beaucoup d'autres cinéastes, mais qui a réussi à faire beaucoup de films, néanmoins dans des conditions souvent assez difficiles. C'est celui-ci, je vous dis, c'est ce qu'on appelle un no-budget film. On ne s'amuse pas à faire un devis avant de faire le film. Il a dû être tourné en une journée. Vecchiali, je vois peut-être un peu, il dit que ça a été fait en 2 heures. Mais enfin, 2 heures ou une journée, ça ne fait pas une grosse différence. Bon, il y avait la pellicule, mais souvent ces films-là étaient faits comme ça, en même temps qu'un tournage d'un autre film. Et puis, on avait l'équipe de tournage, enfin assez limitée aussi, le samedi ou le dimanche. Il y a beaucoup de films qui sont des courts-métrages qui sont des films du dimanche. Des fois, c'est le dimanche étalé sur 60 dimanches, comme les films de Paulet. Les dimanches, les cinéastes du dimanche, les peintres du dimanche. Oui, les peintres du dimanche. Mais Raoul Ruiz fait des films du dimanche aussi. Oui, mais il fait aussi les films du lundi, les films du mardi, ce qui fait qu'il a 120 films maintenant, quelque chose comme ça, au moins. Et donc, c'est un cinéaste qui est axé dans la tradition, vieille France, une attitude politique assez droitière. Il est fils de militaire, comme on le voit, et en même temps, naturellement, il y a une grande sensibilité à la famille. Souvent, les cinéastes ou les artistes rejettent la famille. C'est souvent, par exemple, on sent ça chez Howard Hawks ou chez François Truffaut. Hawks oublie la famille, Truffaut, comme ça, établit une relation critique. Tandis que c'est le seul cinéaste qui ait fait à la fois, il a fait un film sur sa mère, un long métrage, En haut des marches, où sa mère figurait sous les traits de Daniel Darieux, et puis un film sur son père. Et pourquoi vous nous avez proposé Maladie? Parce que j'aime beaucoup le film, donc en même temps il est plus récent. Je crois d'ailleurs que à une projection il y a 2 jours, il avait assez touché le public. Il avait touché particulièrement les lycéens, qui étaient un petit peu dissipés pour les autres films, et celui-ci, il y a eu un silence total. Il a touché ici aussi. Oui. Mais dans le film, la fabrication, l'aspect filmique, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche dans le procédé? Il y a le film qui existe. À partir de ça, on peut se poser des questions. Il y a son côté rapport très précis. C'est un carnet de bord de maladie tenu par un militaire de carrière. On sent que c'est une sorte de rapport. En même temps, on sent la progression de la maladie, par exemple, parce qu'il y a des fois, il commence à y avoir quelques fautes d'orthographe. Et puis, à un moment crucial, on voit que ça dérape. Il y a une écriture très, très maladroite. Et puis, c'est bien le côté laconique, le côté code civil que recommandait Stendhal, qui vous permet d'évoquer des choses intimes comme ça, avec une rigueur apparente. Et il y a la contradiction entre la rigueur de la présentation et l'humanité profonde de ce qui est montré et qui est très touchante. En même temps, on retrouvait le parcours que j'ai pu vivre et que je vivrai peut-être bientôt. L'approche de la mort, ça se manifeste par des errements comme ça géographiques.
on va d'une ville à l'autre, parce qu'on sent bien, on croit qu'on se sentira mieux à la mer, ou à la montagne, ou chez soi, ou chez ses enfants, et puis on passe des fois d'une maison d'un enfant à une maison de l'autre, parce qu'ils ont des problèmes, enfin il y a tout un truc, et puis on va d'un hôpital à l'autre. Donc il y a ce parcours erratique qui est l'approche de la mort, qui est bien reconstituée, parce que c'est la réalité. Dans l'écriture, c'est vrai qu'il y a aussi... À un moment, je me demande si c'est pas carrément une image fixe de Paul Vecchiali en photo quand il parle de la paralysie faciale gauche. En fait, il est de profil gauche et c'est une photo, j'ai l'impression que c'est pas... Il bouge pas du tout, quoi. Il y a comme un parallèle dans l'écriture, comme ça. Oui, il y a des évocations, et puis il cherche à faire revivre le père à travers lui-même, hein, et il cherchait les ressemblances, donc c'est très émouvant. Il y a quelque chose d'intemporel dans ce film, parce que comme le procédé est très rigoureux, qu'il n'y a pas de mouvement de caméra, et que lui, à part peut-être le soupule qui peut dater, cela donne en fait au film un modernisme et une intemporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop le situer dans le temps si on ne connaît pas la figure finissante de Paul Vecchiali. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut dater ce film on sait que c'est relatif à une époque, donc il est mort en 59, et ça a été retrouvé, il l'a dit 25 ans après. Dans 18, 20 ans après. 18. C'est en couleur, donc on faisait la couleur s'est développée à partir de 66 en France. Bon, c'est pas forcément utile, mais on a des petites références que je retrouvais facilement, parce que moi j'ai un esprit rationnel qui cherche à tout dater et à retrouver tous les lieux. Et bon, effectivement, sur celui-là, j'ai pas de problème. Non, il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est le coût du noir et blanc. Et le noir et blanc est devenu plus cher que la couleur, je crois, vers 78-79. Ça, donc c'est pour ça que pour les cinéastes fauchés, donc ils tournaient plutôt en noir et blanc jusqu'en 78-79, et après les cinéastes fauchés tournaient plutôt en couleur. Oui, je pense que c'est plutôt à partir de 84 ou 85, parce que c'est la maison Kodak qui s'est dit oh merde. Tous ces gens qui tournent en noir et blanc, ça me fait chier, parce que il y en a pas tellement, et puis il y a effectivement ça coûte cher d'entretenir cette production. On va les forcer à tourner tous en couleur, en augmentant considérablement le coût de la pellicule couleur. Et noir et blanc. En prétextant que l'argent qu'il y a sur la pellicule coûte beaucoup plus cher, etc. Mais enfin, à mon avis, c'était un prétexte pour augmenter presque du simple au double. Hein. Et il y a eu cette bizarreté que la couleur a coûté moins cher, à mon sens, à partir de 84 ou 85. Pardon, c'est par rapport au message du père. Est-ce que les deux fils ont trouvé la foi? Trouver la foi. Mais il l'a toujours eu, Paul. Oui, il y a une présence, effectivement, comme ça, c'est un personnage assez contradictoire, mais effectivement, il avait, appartenant à une famille comme ça, de très peu moderne, il y avait une présence comme ça d'un sentiment religieux assez furtif. Il est au carrefour des tendances Vecchiali, puisqu'il y a à la fois la présence de l'homosexualité dans ses films, la présence de la famille traditionnelle, du militarisme, l'opposition au marxisme, enfin tout un mélange assez détonnant. La foi, est-ce qu'elle était présente directement dans d'autres films? Oui, dans Femme, Femme, quelque part. Ah oui, c'est juste.
d'autres questions? Non? Et puis un peu dans son adaptation de Guy Descartes, l'impur. Mais c'était la foi avec les personnages, la religieuse qui sort du mélodrame aussi. D'autres questions? C'est vrai que c'est la question à un moment, pourquoi il lit plus la fin? Il y a un temps comme ça où on se dit, c'est juste une histoire de durée de pellicule. C'est quand même un choix de dire à la fin, je lis pas toute la suite, quoi, puisqu'on est tellement sur ce livre, on s'attend à avoir écrit qu'il ait écrit je suis mort, presque on s'attend aujourd'hui je suis mort. Oui, ça fait une chute comme ça. Mais quand Vecchiali a fait le film, est-ce qu'il était, donc il y a quand même pas mal d'années, est-ce qu'il était en bonne santé ou est-ce qu'il était malade et qu'il pouvait sentir sa fin à ce moment-là? Oh, ça, je sais pas, faudrait lui demander. Mais c'était à une époque, le film est de 81 ou 81. Bon, apparemment, il tournait pas mal à l'époque, et puis il vit toujours, Vecchiali. Donc, c'est 28 ans après le film. Il avait un peu des problèmes. Oui, l'anecdote, c'est qu'on l'a eu au téléphone et on lui a dit que présenter son film ici, que Luc Mollet venait. Il dit « Oh, j'aimerais bien venir, mais j'ai une rage de dents. » Donc, bon, il a un certain âge, donc sa rage de dents. Bon, il a 78 ans, mais enfin, c'est qu'une rage de dents. Voilà. Donc, ben voilà, on va finir. J'espère que vous êtes contents d'avoir rencontré Luc Mollet, d'avoir assisté. Merci beaucoup. C'est fini. C'est parti. C'est fini. Alors ?
Thank you.